Il m'a mis sur le lit et il est monté debout au-dessus de moi sur le lit et il m'a pissé dessus. Et c'est le pire truc que j'ai vécu. Et donc là, c'est un client qui voulait pendant 2 heures me mettre des fessées sans s'arrêter. J'ai regardé du porno très jeune. À quel âge ? 9 ans. Mon père m'a dit, en m'envoyant une photo d'une Ford Escort, il m'a dit « Ce sont les seules escortes que je connais et que je respecte ». Pour moi, c'est un des trucs les plus violents qu'on m'ait fait et qu'on m'ait dit pendant cette activité, tu vois. Où j'ai été violée par ce dernier client. On se met dans une certaine position, etc. Et je lui disais « Mais non, j'ai une grosse déchirure après le lendemain. » Et déjà parce que j'ai eu plein de traumas de violences gynécologiques que j'ai vécu quand j'avais 15-16 ans. D'enlever le préservatif sans consentement, ouais, c'est une agression sexuelle et c'est... Hello tout le monde, merci à l'engagement que vous donnez à mon contenu. Je vois beaucoup de commentaires positifs passer et ça m'a donné envie d'aller encore plus loin. J'ai donc décidé de prendre un nouveau tournant dans mes podcasts, en vous donnant la parole, et j'espère que ce nouveau format vous plaira. Je voudrais créer une safe place, un espace libre, sans filtre et sans jugement, où la parole sera donnée à celles et ceux qu'on n'entend pas ou trop peu. Dans cet épisode, je vais recevoir Thaïs. Thaïs est une ancienne escorte. Elle a décidé d'arrêter après avoir subi plusieurs agressions et traumatismes. Aujourd'hui, elle a décidé de s'exprimer sur ce sujet pour libérer la parole et alerter les jeunes filles. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter avec bienveillance s'il vous plaît. Salut Thaïs. Salut Carla. Comment tu te sens ? Ça va, super, merci. Ça va, merci d'être venue nous livrer ton témoignage. Merci à toi. Qui est important et qu'il faut qu'on entende dans la société. Je voudrais vraiment que ce podcast, ce soit une safe place. Je voudrais qu'on t'écoute avec bienveillance. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Thaïs, j'ai bientôt 27 ans et j'ai été escorte à la toute fin de mes 21 ans, donc début 22 jusqu'à mes 24 ans. Comment t'as découvert le métier d'escort girl ? Comment j'ai découvert le métier ? Je connaissais les escortes de nom comme tout le monde, j'en ai vu dans les séries, à la télé, partout. Moi, je faisais des études, j'étais pas du tout prédestinée à être escorte un jour ou prostituée. Hein. Pour moi, c'est la même chose, on en reparlera. Et puis un jour... une accumulation de tout un tas de choses, l'urgence financière, une détresse émotionnelle, des relations familiales compliquées. Et puis un jour, on décide de se renseigner sur ça et de poster sa première annonce. C'est d'ailleurs super Comment tu facile. t'es renseignée là-dessus au début ? J'ai cherché les sites qui me paraissaient être les plus safe pour moi, ceux qui avaient l'air d'être les mieux gérés ou avec le plus de vraies annonces. Il y a beaucoup de sites où c'est que des fausses annonces. Et puis sur des forums, les commentaires de gens qui utilisaient ces sites ou qui consommaient déjà ces sites, qui disaient que c'était les mieux, les plus safe, etc. Donc moi, j'ai choisi ceux-là en fonction des avis des gens, en fait. Et alors, comment ça se passe ? Tu as choisi un site, tu te fais un profil. Est-ce que c'est comme Tinder ? Il y a un profil avec une page, sa photo ? Tu parles de Tinder, moi, je parlerais plus du Bon Coin. C'est vraiment... on te demande plus d'une dizaine de photos comme si t'étais un meuble, hein, vraiment sous tous les angles. Taille, poids, âge, origine, la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux, si t'as des tatouages, des piercings. Toutes les caractéristiques physiques que tu peux avoir, on te demande de les mettre. Après, c'est toi, tu fais ton choix. Tu devais mettre des photos dénudées ? Ouais, alors tu peux mettre, si t'as envie de mettre des photos en combi de ski, je pense qu'ils vont rien te dire. Après, est-ce que c'est vendeur ? Peut-être un peu moins. C'était très compliqué l'étape des photos. T'as demandé à un ami de te prendre ? Non, j'ai fait ça toute seule. J'ai pris des anciennes que j'avais faites. J'ai essayé de faire un truc qui faisait ni trop, je peux le dire, ni trop salope, mais ni trop petite fille non plus. Donc j'ai fait un truc un peu un juste milieu, mais c'était très compliqué de se vendre comme ça sur une base de photos. Ouais. Et comment on fait quand on se lance dans l'escorting, par exemple, c'est tout bête comme question, mais pour connaître son prix, pour savoir à quel prix on va exercer cette prestation ? On démarre toutes... Enfin, après, il y a celles qui font ça plutôt à l'extérieur, donc au bois de Boulogne ou sur les trottoirs, entre guillemets. Donc elles, les pauvres, elles vont vraiment pas prendre des prix de ouf parce qu'en plus... souvent, elles sont étrangères, donc c'est compliqué pour elles. Quand nous, en tant qu'escorte... moi, je prenais 200 € pour 1 heure. Et comment t'as établi que c'était ça ton tarif ? Je regardais les autres annonces des autres filles sur leur profil et tout. J'essayais de me comparer, de regarder. Je me disais, ouais, elle me ressemble un peu. Elle fait ça depuis tant de temps. Et c'était globalement, on va dire globalement, c'est 200 € pour 1 heure. Après, t'as des filles très, très belles ou des escortes qui sont peut-être plus un peu dans le showbiz ou tous ces trucs-là, tu vois, les footballeurs. Elles prennent combien ? Elles peuvent aller jusqu'à 5 000, 10 000 pour une nuit, une soirée, hein, certaines, tu vois. Mais c'est vraiment pas la réalité. Hein. T'as appelé une escorte que t'as trouvée sur Internet pour lui demander comment ça se passe ? Ouais, alors c'était pas vraiment pour lui demander comment ça se passait, c'était surtout pour lui demander le protocole à mettre en place un petit peu avant, tu vois. Moi, je savais pas, au début, j'avais vraiment envie, je leur demandais à mes clients de faire des fast time et tout parce que j'avais besoin de voir si c'était un vrai profil, un faux profil, de me rassurer. Et elle, tu vois, elle m'a tout de suite dit non, arrête parce que tu ne trouveras jamais de clients comme ça. À 90%, ils vont refuser en fait. Donc, mais alors, t'as appelé cette escorte que tu as trouvée sur un site internet, tu la connaissais pas et elle t'a gentiment donné des conseils ? Ouais, je lui ai envoyé un WhatsApp, un vocal
l'appelle sur WhatsApp pour qu'elle ait ma voix et qu'elle voit que je suis pas un faux compte et que j'étais une fille. Je lui ai dit, écoute, je viens de commencer. Ton annonce m'a paru un peu, je sais pas, je l'ai trouvé sympa sur son annonce, tu vois. Donc, je l'ai contacté. Puis, il y avait tout un langage. Tu vois, on parle pas en euros, on parle en rose. En rose. Et du coup, moi, quand je voyais des 200 roses, des 50 roses, j'étais là en mode, le gars, il va pas se pointer avec vraiment 200 roses, tu vois. Donc, j'étais en mode, c'est bizarre. Et après, voilà, c'est qu'en fait, sur les sites, si tu mets le mot euro, vu que c'est illégal en France de proposer des services de prostitution, les sites pourraient fermer. Bien sûr. Donc, ils parlent en rose. Et pareil, il y avait des trucs GFE, tu vois, Girlfriend Experience, où là, ils te contactent pour vraiment agir comme si t'étais leur copine. Il y a des hommes qui payent pour louer des petites amies sur ces sites d'escorting. Ouais. Comment ça se passe, ça? Tu dois t'arrives, il te dit bonjour mon cœur, comme si t'étais sa vraie copine, quoi. Tu fais l'actrice, tu joues le jeu. Je l'ai très peu fait parce que ça me cringeait un petit peu. Mais ouais, il y en a qui sont prêts à débourser beaucoup pour ça, pour ne pas sentir le poids de leur contribution financière. C'est quoi? C'est des hommes qui se sentent seuls? Ouais. Il y a vraiment des hommes malsains, mais après, il y a vraiment des hommes très gentils qui sont juste vraiment seuls en dans détresse leur vie, affective. en grosse détresse affective. Ouais. Donc tu t'inscris sur ce site, tu rencontres ton premier client. Ouais. Comment t'as vécu ta première expérience? Comment ça s'est passé avec le premier client que t'as rencontré? Moi, je l'ai bien vécu parce que c'était quelqu'un de mon âge que je trouvais beau physiquement. Donc, il avait quel âge? Il avait, il devait avoir 24, je pense. 23, il y a beaucoup 24. d'hommes de cet âge-là qui... Non, il y en a peu. Ou alors, moi, j'étais pas leur cible, tu vois. Donc, t'es bien tombée sur la première fois. Pour le coup, je suis bien tombée. On tombée. peut appeler ça bien tombée. Et lui, du coup, c'était un mec gentil, cultivé. Lui, il a accepté le fast time. Donc, c'était là mon premier client. Donc, lui, il a accepté de montrer sa tête en fast time et tout. Donc, j'étais hyper rassurée. Il est arrivé, j'ai vu que c'était vraiment le mec que j'avais vu dans le fast time. Donc, ça s'est très bien passé, vraiment gentil. On a discuté après. Et puis, on s'est revus quasiment après tous les week-ends sur une courte période, tu vois. Et du coup, à chaque fois que vous vous revoyez, il te redonnait le même tarif? Je l'ai fait payer les 2 premières fois, peut-être les 3 premières, j'ai un doute sur ça. Et après, non, moi, je l'aimais bien, hein, donc forcément. T'es tombée amoureuse de lui? Pas amoureuse, mais c'est de la dépendance affective, je pense. Ça me rassurait me dire, il y a toute cette activité-là, il y a des dizaines de clients que je peux pas, enfin vraiment, juste les voir ou quoi. Alors, je dis pas que je suis non plus un Margot Robbie, tu vois. Mais il y en a, c'était très difficile, hein, des hommes de 70, 80 ans. Parce qu'ils étaient très vieux? Ouais, très vieux, pas très beaux. Puis, le corps à 80 ans, pour un homme, c'est différent, tu vois. Et lui, il était un peu, il me raccrochait un peu vu que j'avais eu cette première expérience positive avec lui. Dès que ça se passait mal, je me disais, ouais, mais regarde, lui, ça s'est bien passé. Et lui, avec lui, ça se passe bien. Donc, t'inquiète pas. Là, mais lui, il a pas profité un peu de ça, de venir te voir et que tu ne le fasses pas payer? Ou c'était vraiment une relation émotionnelle qu'il y avait entre vous? Je pense qu'il m'aimait vraiment bien. D'accord. Parce qu'il y a eu beaucoup de fois tout au long de la relation. Alors, on se fréquentait. Il y avait pas c'était pas fixe, tu vois. Il y avait peut-être des fois où on n'allait pas se voir pendant 1 ou 2 mois. Puis après, on se revoyait tous les week-ends. Il me demandait souvent quand est-ce que j'arrête. Il me disait tout le temps que c'était pas quelque chose bienveillant pour moi. Ouais, il était bienveillant. Donc, t'as quand même rencontré des gens corrects dans ce monde-là. Franchement, ouais. Est-ce que quelqu'un t'a accompagné dans tes premiers pas? Est-ce qu'au début, t'en avais parlé à quelqu'un de ton entourage? Ouais, toutes mes copines étaient... Toutes tes copines étaient au courant? Toutes mes copines, mes 3 meilleures amies, on va dire, les principales. Je les ai informées, si tu veux, c'était pas pour leur demander leur approbation ou pour leur dire qu'est-ce que vous en pensez. C'était plutôt une question de logistique pour moi. Et quand j'avais des rendez-vous avec des hommes sur lesquels je pouvais avoir des doutes, je préférais leur envoyer un screen avec le numéro du gars. Des fois, si j'avais une photo et puis l'horaire à laquelle ça devait se finir. Et je leur disais, si vous n'avez pas de mes nouvelles à 18h30, inquiétez-vous, quoi. Okay. Donc, c'était plus sur ça. Moi, j'ai des copines incroyables qui m'ont jamais jugée, qui avaient de la peine pour moi, qui avaient de l'empathie, qui étaient tristes. Elles me demandaient même pas d'arrêter. Elles ont compris pourquoi tu faisais ça? Ouais. Elles ont compris. Après, elles avaient peur tout le temps. Et moi, ça me faisait beaucoup de mal de voir mes amies en souffrance et de voir qu'elles s'inquiétaient pour moi de quelque chose dont j'avais pas la main. Parce que même si je leur disais tout le temps, parce que tu vois, elles me disaient avant mes rendez-vous, fais attention, biche, je vais faire le max. Enfin, je vais faire le max pour moi faire attention. Mais après, c'est un métier sur lequel t'as pas la main, en fait, parce que tu sais jamais vraiment qui tu vas avoir en face. Elles ont pas essayé de faire une intervention, d'essayer de te stopper? Non, elles ont toujours été compréhensives et elles t'ont laissé faire. Ouais, il y en a même qui sont restés planqués en haut de ma cage d'escalier sur des rendez-vous où vraiment je flippais, j'avais des doutes avec mes clés au cas où pour pouvoir débarquer, et elles attendaient comme ça que le rendez-vous. Ouais, franchement, ouais. T'as de la chance, t'es bien entourée? Franchement, ouais, mais c'est comme des sœurs pour moi, donc sur ça j'ai eu énormément de chance. C'est pas toutes les escortes, je pense, qui peuvent en parler aussi librement à leurs copines, à leur entourage.
Moi, je conseille vraiment d'avoir, même si c'est pas tout un groupe de copines, d'avoir une copine, une cousine, une sœur, une collègue, je ne sais pas, au moins une personne. Ouais. Puis aussi pour des fois se décharger, hein, parce que des fois les rendez-vous ils sont pesants, hein, ils sont lourds, quoi. Et alors, tu m'as dit que tu avais fait ça pour des raisons de détresse financière, émotionnelle. Tu étais en détresse financière parce que tu étais étudiante. Alors, j'étais étudiante. Moi, j'ai fait quasiment la totalité de mes études en alternance, tu vois. Les salaires... Tu faisais quoi comme études ? J'ai fait une école de commerce. Après, j'ai fait un double master journalisme politique et responsable publicité. Très bien. Et j'ai fait toutes mes études en alternance. Sur le papier, l'alternance, c'est super, mais je mets n'importe quelle étudiante vivre avec 960 € à Paris, avec le loyer, les courses, enfin... Et puis après, les gens vont te dire, bah, dans ce cas-là, si t'as pas les moyens de venir sur Paris, ne viens pas. Mais enfin, en fait, dans ce cas-là, personne n'évolue jamais. Tu ta vie et de faire tes études. Donc moi, ouais, c'est ce que j'ai fait. Et à la fin de mes études, je pensais naïvement rentrer dans la vie dans la vie du travail active, etc. Je pensais que j'allais être diplômée, que j'allais trouver un travail, un premier CDI, que ça allait être jackpot toute l'année. Et au final, déjà à la fin de mes études, j'ai fait un petit j'ai besoin de souffler un peu. Je viens de me taper 5 ans, là. C'est bon, j'ai envie de souffler. Et après, malheureusement, j'ai pas eu la main sur tout le côté psychique, émotionnel, qui fait que moi, je me suis retrouvée vraiment pendant un temps incapable de prendre le métro, incapable de me lever le matin, de sortir de chez moi, de voir des gens, de sociabiliser. Et, dû à tes traumatismes. Ouais. Tu pensais pas qu'en exerçant ce métier, tu te créerais des traumatismes? Ah si, franchement, je pense que j'étais pas bébête non plus, tu vois. Je savais qu'en me lançant dedans, il y allait y avoir des séquelles, des répercussions. Déjà, tout le monde me le disait à l'époque, mais je le savais. Ça peut pas être anodin d'infliger tout ça, de s'infliger tout ça. Donc, je savais que ça allait être compliqué. Et quand j'ai commencé à faire ça, j'ai fait ce choix-là moi, mais dans un sens, j'avais pas le choix. Enfin, personne m'a mis le couteau sous la gorge pour le faire, mais j'étais obligée de le faire parce que le loyer fallait le payer et j'étais incapable de me lever le matin, d'avoir des horaires de bureau, incapable. Je préférais être toute seule chez moi, de voir un client par jour et de me dire c'est bon, t'as fait ta part, plutôt que de devoir rendre des comptes à une entreprise. C'était pas possible, quoi. Et tu parlais aussi d'une détresse émotionnelle qui était due à quoi? Je souffrais beaucoup de mes relations familiales, surtout avec mes parents. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'était voilà, mes parents m'ont eu très jeune. On a eu des relations avec ma mère plutôt copine-copine. Donc arrivé dans la vingtaine, les relations ont commencé un peu à s'effriter. Et c'est vrai que je souffrais un peu de la distance. Moi, mes parents sont dans le sud-ouest. J'avais vraiment l'impression d'être seule à Paris, quoi. Au début, ça se passait très bien. Pendant mes études, j'étais plutôt en pilotage automatique, tu vois, c'était tranquille. Et après, je me suis vraiment, quand j'ai commencé cette activité, j'avais mes copines, Dieu merci, mais sinon, je me sentais vraiment seule. Et avec le recul, je pense qu'il y avait un peu un appel à l'aide. En mode, papa, maman, regardez, tu voulais les aidez-moi, alerter. en fait. Donc mais sur le moment, je le percevais pas du tout comme ça. Tu t'es sentie abandonnée quand tu étais à Paris? Ouais, mais moi, la blessure de l'abandon, c'est un gros sujet chez moi que j'ai depuis que je suis toute petite. J'ai énormément peur de l'abandon, etc. Donc, par rapport à ton papa? Ouais, après, il a fait ce qu'il a pu, même, mais on n'est pas parfait, tu vois. Donc, oui, peut-être que j'ai pas eu assez d'amour paternel. Aujourd'hui, il a un petit peu de mal à l'admettre encore, mais pourtant, c'est bien le cas, tu vois. On en parle beaucoup aujourd'hui sur les réseaux des daddy issues. Ouais. Si on peut les appeler comme ça. T'estimes que toi, t'as des daddy issues, du coup? Ah ouais. Ouais. Quand j'ai commencé à être escorte, il y avait un truc qui était quand même assez facile pour moi, c'était le fait que depuis mes 17-18 ans, je fréquentais toujours des hommes qui avaient 10 ou 15 ans de plus que moi. Ça m'arrivait de faire des petits dates de temps en temps avec quelqu'un de mon âge. Ouais, et je cherchais beaucoup, je sais pas, je préférais parler, je sais pas, de littérature et de politique que de Fortnite et de PS5, tu vois. Ça a toujours été comme ça depuis mes 17 ans jusqu'à maintenant. Donc quand j'avais des clients, c'était facile parce que moi j'avais déjà connu ce que c'était que d'avoir des rapports avec des mecs de 40, 50 ans. Donc ça, ce côté-là m'a moins choquée. Bon, après, les très très vieux, ça c'était autre chose, tu vois. Mais j'ai toujours eu des daddy issues, mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que les daddy issues, ça vient pas forcément d'un père monstrueux qui te frappe, où il y a des abus, des trucs. Voilà, moi, mon père, c'est pas un mauvais père. J'ai 2 petites sœurs sur lesquelles vraiment il a vraiment géré. On a 15 ans d'écart, donc voilà. Mais c'est juste que, il avait 20 ans quand moi j'étais bébé et qu'il a fait ce qu'il a pu et il l'a pas fait au bon moment. Mais les daddy issues, ça, c'est peut-être juste de pas avoir passé de temps avec son père. C'est pas forcément quelque chose de très drama, parce que je trouve qu'on valorise ça comme quelque chose de très dramatique, alors que pas forcément. La relation avec le père est très importante pour les filles. Ouais, pour les filles surtout. Ouais. Ça laisse des vraies séquelles. Bah ça joue sur ton estime de toi, sur ce que tu acceptes après en fonction des hommes que tu rencontres. Souvent les nanas qui sont un peu les petites princesses de leur papa, qui sont bien traitées, etc. C'est pas ces femmes-là qui sont des femmes battues en général, par exemple, tu vois, parce qu'elles accepteraient jamais ça, parce que toute leur vie leur père leur a montré que c'était ça l'amour d'un homme, tu vois. Et pas... C'est hyper important. C'est hyper important, ouais. Avant ton premier rendez-vous, avant que tu te lances dans l'escorting, tu pensais quoi des filles qui exerçaient
ce métier? Bah, rien de spécial. Si elles étaient... Alors, bon, quand elles sont forcées, forcément, je dénonce. Quand c'est de la prostitution de mineurs, pareil. Si c'est des femmes qui font ça en connaissance de cause et qui le font par volonté, moi, il n'y avait pas de souci avec ça. Même si tu aimes ça, ça reste quand même très dangereux parce qu'encore une fois, tu peux pas savoir sur qui tu vas vraiment tomber. Après, il y a des escortes qui arrivent à se faire une clientèle d'habitués et qui vont voir à l'année que leurs habitués, tu vois. Donc, je sais pas, quand elles sont là depuis peut-être 5-10 ans, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Puis tu reçois énormément de messages, hein, par jour. Faut trier, faut sélectionner, puis tu te bases sur toi, en fait, sur ton ressenti, sur ton intuition à toi, quoi. Comment tu te préparais avant un rendez-vous, physiquement et mentalement? Bah, déjà, je fumais un bon joint. Je prenais une douche et souvent, ils me demandaient habille-toi comme ci, habille-toi comme ça. Tu vois, il y en a qui ont des délires et tout. Ouais. Quoi, par exemple? Franchement, il y en avait un une fois. Le truc le plus bizarre, c'était mets un jean et un t-shirt blanc parce que je vais arriver avec une bouteille d'eau et ils voulaient mouiller le t-shirt, tu vois, pour faire activer la transparence du t-shirt. Ok. Donc, il y a des trucs comme ça. Après, souvent, ils te disent, ouais, lingerie, talons, pas talons. Est-ce que tu peux mettre du vernis rouge, des trucs comme ça. C'est quoi le truc le plus bizarre qu'on t'ait dit ou demandé? Le truc le plus bizarre, c'était vraiment quelque chose de malsain. Mais je sais pas si avec le recul, c'était pas une blague ou quelqu'un ou un homme qui voulait juste être un peu pervers dans ses messages et tout. Mais il me disait, ouais, j'ai une fille de ton âge et je voudrais qu'elle vienne avec moi au rendez-vous. T'es là en mode, bah non, enfin, t'es trop bizarre, quoi, tu vois. Donc lui, ce mec, je l'ai signalé. Je sais pas si avec le recul, c'était vrai ou pas. Mais il y avait des gens... Ouais, des fois, qui voulaient aussi te donner rendez-vous, genre, je sais pas, moi, aux galeries au printemps. Et ils disent, ouais, moi, je veux que le rendez-vous, ça se passe dans une cabine d'essayage, je sais pas, au 3e étage des printemps. Bah non, en fait, je vais pas venir jusqu'au printemps. Non, c'est bon. Ça me saoule, tu vois. Donc, tu fixais quand même tes limites. Je fixais mes limites, mais... Ils testent. En fait, ils essayent, en fait. On te négocie tout le temps. Donc, les prix sont négociés, les pratiques sont négociées, les horaires. Des fois, il y en a, ils te disent, ouais, bah, je viens à 14h. Et puis, le mec, il t'appelle à 13h30. Ouais, bah, je suis en bas. Bah, non, en fait, tu vois, moi, j'ai une vie aussi. Donc, bien sûr. Ils pensent qu'à partir du moment où ils payent, tout leur est dû, quoi. Ça arrive que certains d'entre eux ne t'aient pas payé? Ouais, ça m'est arrivé deux fois. Tu fais rien. Hein. Quand ça t'arrive, de toute façon, tu risques de t'en prendre une et on te le dit clairement. Donc, ah bon? Ouais. Pour toi, ça s'apparente à un VIOL? Non, pas quand il me paye pas. C'est une humiliation, un manque de respect, tout ce que tu veux. Mais le rapport avant, il était consenti, bien sûr. C'est ce pourquoi tu es censé me payer. Par contre, le fait, je comprends, oui, dans le sens où comme je n'ai pas été payée, oui, je comprends la question. Je l'ai pas considéré comme ça, mais j'ai trouvé ça très humiliant. Puis après, t'es là en mode putain, mais j'ai fait ça pour rien, quoi. T'es en colère, quoi. Tu dois être en colère. Mais sur le moment, t'as peur, en fait, tu penses pas à ça. Et t'as dit quoi, l'espèce d'énergumène qui t'a fait ça? Déjà, c'était une fois où j'avais un petit peu revu mes principes, où il voulait absolument qu'on se voit dans un hôtel. Et moi, je voulais pas. Et il me dit, s'il te plaît, je travaille à côté. Parce que toi, t'avais l'habitude de recevoir les clients uniquement chez toi. Ouais, chez moi. Après, il y en avait vraiment 2 que j'aimais bien et qui étaient très gentils, très respectueux. Et j'allais chez eux après, mais parce que vraiment j'avais une totale confiance aveugle, tu vois. Et lui me disait que il avait un truc là pour son travail, soi-disant il pouvait pas bouger de l'arrondissement où il était, etc. Et il me propose de me payer 100 € de plus. D'accord. Donc, bah moi je me dis bah vas-y, donc 300 €. Donc 300 € pour 1 heure, donc je vais y aller. J'y vais, hôtel vraiment pourri, en bordure de périph'. J'étais là en mode oh là là, horrible. Et le mec m'envoie le numéro de sa chambre et je lui avais dit que je voulais qu'il vienne me chercher devant l'hôtel et qu'il descende dans la rue et qu'on se voit dans la rue parce que c'était plus rassurant pour moi, même si ça se trouve il peut m'agresser 10 minutes après, tu vois. Mais je voulais qu'on se voit dans la rue. Il m'a donné directement le numéro de la chambre, je suis montée et on est arrivé dans la chambre, vraiment il me calculait pas en fait, il me parlait pas, il m'a dit de me déshabiller, il m'a poussé sur le lit. T'étais pas vraiment j'existais pas. Ah ouais, j'existais vraiment pas, j'étais vraiment pour le coup pour lui, j'étais juste un objet quoi. Il m'a mis sur le lit et il est monté debout au-dessus de moi sur le lit et il m'a pissé dessus. Pardon? Et c'est le pire truc que j'ai vécu outre les agressions, tu vois. C'est vraiment ce truc de tu te sens vraiment comme la pire des merdes, quoi, genre et t'as réagi comment? Bah horrible, enfin, déjà j'avais envie de vomir. Moi je suis quelqu'un qui fonctionne énormément à l'odorat, j'ai un odorat de ouf et donc toutes les odeurs comme ça je pouvais me vomir dessus, je commence à essayer de me débattre et tout, et là je lui dis non mais c'est pas du tout, enfin ça va pas quoi, enfin je sais pas du tout ce qui était prévu, etc. Là il continue, il commence un peu à me pousser, à se mettre devant la porte de la chambre pour pas que je puisse sortir, etc. Et il se calme un petit peu, on finit par avoir un rapport
genre qui se passe très mal. Hein. Vraiment, il me faisait mal. Il était méchant, il m'insultait. Alors que, par exemple, tu vois, les insultes, moi, c'était pas autorisé. Hein. C'est pas parce que tu prends rendez-vous avec moi et que tu me payes que... Ça, tu le précises? Ouais. C'est écrit dans mon annonce. Dans ton annonce. Ouais. Si tu veux des insultes, il y en a qui le font, il y a pas de souci. Moi, c'était pas mon kiff, tu vois. Et à la fin, quand on finit, moi, je veux partir, donc j'attends. Je dis, d'habitude, en général, ils te donnent l'argent avant. C'est rare quand ils te donnent l'argent après. Ils aiment pas trop se rappeler qu'ils payent pour ça. Donc en général, quand ils arrivent chez toi, ils te posent l'argent sur un petit côté. D'accord. Et puis après, toi, t'exigeais que ce soit avant ou non? J'exigeais quand même, c'était plus pratique. Mais même eux, souvent, j'avais pas besoin de le rappeler, ils le faisaient assez naturellement. Et lui, j'attendais. Et, il m'a dit des trucs très méchants en mode tu crois que je vais te payer pour ça, ça méritait pas un sou. Ah, ok. Donc, tu as eu un rapport avec ce client. Ouais. Et après, il t'a dit que c'était pas assez bien, donc il te payait pas. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je lui ai dit non, mais c'est pas. Je crois que j'ai dû lui dire c'est pas satisfait ou remboursé. Enfin, je lui ai dit tu me dois cet argent. Quand bien même t'as pas aimé, c'est pas mon problème en fait. Et vraiment là, il m'a fait comprendre que si je dégageais pas tout de suite, j'allais m'en prendre une. Donc je suis partie quoi. C'est horrible. Ouais. C'est la seule fois où un client ne t'a pas payé? Non, il y en a eu une autre, mais. J'ai été un petit peu naïve. En fait, c'était un client que je trouvais très gentil et qui avait été très gentil avec moi pendant le rendez-vous et tout. Et à la fin, je pense qu'il a fait un peu le truc de mode « Ah bah merde, j'ai oublié l'argent, tu vois. » Et je lui ai dit « Bah, il y a un distributeur en bas de la rue, t'inquiète pas, vas-y et tout. » Bah, il est jamais revenu, faut pas être neuneux, quoi. Donc, t'as dit « Je vais retirer. » Lui, il m'a dit « Je vais retirer » et il est jamais revenu. Ça, franchement, fallait être un petit peu bête. J'aurais dû lui dire, ouais, laisse-moi un objet, un truc que je suis sûre que tu reviennes, tu vois. Donc, ouais, lui m'a pas payé. Et alors, t'es tombée amoureuse d'un client, comme tu nous as dit tout à l'heure, le premier client. Pas amoureuse, hein. Dépendance affective, mais. Dépendance affective. Donc, quand même, tu ressentais quelque chose pour ce garçon. Comment ça s'est passé, votre relation? Est-ce qu'à un moment, toi, t'as dit que tu voulais un truc plus sérieux avec lui? Ouais, je lui ai dit, et en plus, je lui ai menti parce que. Lui voulait que j'arrête ça et moi psychologiquement c'était compliqué, financièrement c'était compliqué, je pouvais pas arrêter comme ça, tu peux pas, laisse-moi au moins un petit peu de temps pour que je me retourne. Psychologiquement compliqué d'arrêter? Parce que quand t'as fait ça depuis moi ça faisait peut-être à peu près 1 an là déjà que j'étais là-dedans, quand tu fais ça pendant 1 an non-stop tous les jours, moi si tu veux mes compétences professionnelles pendant mes études je les avais complètement oubliées en fait, c'est comme si j'étais bonne qu'à ça. T'avais mis l'école de côté? Ouais. Enfin j'avais été diplômée. Et c'était vraiment, j'ai commencé ça à la fin de mes études. Et du coup, je lui avais dit que j'allais arrêter. Et c'est ce qu'il croyait. Et au bout de quelques mois, encore une fois, moi, je suis un peu naïve. Donc, il m'a juste envoyé le lien de mon annonce. Il m'a dit, tu fais quoi? Je lui ai dit, je suis désolée, franchement, financièrement, je dois continuer, en fait. Et puis même, j'étais pas bien. J'étais dans un peu une forme d'autodestruction. C'était compliqué pour moi. L'autodestruction, c'est venu après d'avoir commencé l'escorting? Non, j'ai toujours eu un petit peu quand même. J'ai toujours eu ce petit côté un peu hypersensible, un peu dans l'autosabotage ou quoi, depuis toute petite. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça a été... C'est quoi l'autodestruction? En réalité, il y avait des solutions, tu vois. Avec mon recul de maintenant, pendant que j'étais escorte, j'étais souvent sur LinkedIn, sur Indeed, et je postulais à des jobs de fou, avec des salaires de fou. Et souvent, j'allais à l'entretien et on me rappelait, on me disait, tu es prise, tu peux commencer quand? Ça, j'ai fait ça au moins 5 fois. Et je disais, mercredi, je commence mercredi. Et là, je me disais, trop bien, j'appelais toutes mes copines, je leur disais, allez, c'est bon, j'ai un nouveau taf, j'ai signé un CDI. T'étais un peu prise dans cet engrenage qu'est l'escorting. C'était une forme de facilité? Je sais même pas, non, je crois pas. Mais tu vois, dès que je devais me rendre à cet taf-là, j'arrivais pas à y aller. Alors que pourtant, c'était ma porte de sortie. Parce que pourtant, tu gagnais quoi, 2-3 000 euros par mois? Ouais, je cherchais pas le mois à partir du moment où j'avais assez pour vivre. C'est à peu près équivalent à un salaire quand tu sors d'études, peut-être un peu plus quand même. Ouais. Mais finalement, pour ce que ça engendre psychologiquement, mentalement, c'est difficile. C'est pas cher payé. C'est sûr que 3 000 euros pour être détruite toute l'année, c'est pas cher payé. Mais ça en valait pas la peine pour 3 000 euros. Mais encore une fois, je le vois maintenant avec beaucoup de recul, tu vois. Sur le moment, tu m'aurais posé des questions. Je le voyais pas, tout ça. Je prenais un peu ce truc, non, mais je suis libre, je me réapproprie ma sexualité. C'était pour me voiler la face, pour pas sombrer dans la dépression, en fait, parce que c'était vraiment ça. Si j'arrêtais, je savais que j'allais tomber en dépression. Et c'est le cas. Même encore aujourd'hui, c'est un petit peu le cas. C'est long pour s'en remettre. C'est tout le mal que tu fais à ton entourage et tout, tu vois, c'est compliqué et tout, donc... À quelle fréquence tu voyais des clients? La première semaine du mois, c'était la plus compliquée parce que c'est là où toutes les charges tombent, le loyer, les factures. Donc, j'essayais d'en faire 5-6 la première semaine pour essayer de faire une pause la deuxième semaine du mois. Et vraiment, à l'époque, mais même mes copines, elles me prenaient pour une folle parce que j'avais un petit carnet. Et vraiment, par exemple, je me disais, tu vois, on devait partir en vacances à un moment avec les filles et j'étais là en mode, ok, donc pour payer les vacances, pour payer les avions, les hôtels, faut que je fasse tant de clients. Là, je vais faire nanana. J'avais un carnet, mais elles me regardaient comme ça en mode, mais arrête quoi, enfin tu vas devenir, mais je calculais tout
pour ne pas en faire un en trop. Parce que j'avais pas envie de... Enfin, moi, j'aimais pas ça. Donc, dans ma tête, c'était fais ce dont tu as besoin. Et puis après, c'est bon. Bah, c'est compréhensible en même temps. Ouais, au début, ça m'est arrivé d'en prendre 2 la même journée. Et après, j'ai arrêté parce que c'était impossible pour moi de me préparer 2 fois, de me doucher 3 fois limite, de me faire toucher par quelqu'un différent et tout. C'était trop compliqué. Donc, un seul par jour. Et je prenais pas les week-ends. Sauf exception, si vraiment j'étais en galère. Mais pour avoir un peu mon week-end avec mes copines normales, comme si moi aussi j'avais une vie du lundi au vendredi et puis qu'on se voyait les week-ends, tu vois. Du coup, Thaïs, est-ce que ça t'est déjà arrivé, c'est une vraie question, d'avoir du plaisir en rencontrant un client? À part celui dont je t'ai parlé juste avant, pour lequel j'étais fortement attachée, non. J'ai jamais eu un vrai orgasme de toute mon activité. J'ai beaucoup simulé. Personne ne l'a jamais remarqué. Ils sont tellement focus sur leur plaisir et c'est pourquoi ils payent que toi, ton plaisir, ça passe vraiment à travers. Tu penses quoi des clients qui font appel à des prostituées? Ça dépend le client, ça dépend de plein de choses. Je pense qu'il n'y a pas, je trouve pas que ce soit malsain de faire appel à quelqu'un pour des services sexuels. Il y a même maintenant des métiers pour ça, pour notamment les handicapés, pour leur permettre d'avoir aussi une petite vie sexuelle, etc. On appelle ça des aidantes sexuelles. Donc ça me dérange pas qu'un client appelle une prostituée pour avoir des services sexuels. Ce qui va me déranger, c'est vraiment le manque de respect derrière, le non-respect du consentement. Ça me dérange aussi quand il a 70 ans et qu'il veut qu'une escorte en dessous de 19 ans. Il y a des trucs un petit peu comme ça qui me gênent. Mais après, si vraiment ça se passe dans le respect, dans la bienveillance, etc., je pense que pour un homme, je connaissais des clients qui m'appelaient vraiment toutes les semaines, même si moi j'étais contente d'encaisser l'argent, je vais pas mentir. Pour eux, je trouvais que c'était vraiment se donner une vision de la sexualité monnayée en fait, et du coup même pour eux je pense qu'après ça te donne un rapport biaisé à ta sexualité, dans le sens où j'ai envie d'avoir un bon rapport, donc je vais aller payer ce rapport, tu vois. Faut se dire que la vie c'est aussi le naturel et que tu peux aussi te rencontrer des gens comme ça, quoi. Donc je suis mitigée. C'est quoi les risques quand on est escorte? Déjà, il y a quand même tous les risques pour ta sécurité. Moi, je sais que ma plus grande peur, c'était qu'ils soient plusieurs. De donner rendez-vous à une personne et qu'en fait, ils arrivent à 2 ou à 3 et que je me fasse braquer ou pire ou je sais pas. Donc ça, c'était une peur. Après, je pense qu'on en a toutes des différentes. Ne pas savoir qui tu vas rencontrer, c'est le premier danger. Après, il va y avoir aussi tout le danger autour des maladies. Voilà, les rapports doivent être évidemment protégé. Toujours protégé? Toujours protégé. On n'a jamais insisté auprès de toi pour le faire sans protection? À chaque fois. À chaque fois? À chaque fois, on m'a dit, parce que c'était écrit en fait dans mon annonce, qu'il y avait vraiment des gros emoji warning, tu sais, en mode je ne ferai pas d'impasse là-dessus, tu vois. Donc autant des fois, les clients sont prêts à attraper des maladies, juste pour des rapports. Ils sont prêts à attraper des maladies, mais je pense que eux, ils réfléchissent pas comme ça. Ils ont tellement l'impression que les maladies n'existent pas. Moi, quand je parlais avec eux tout le temps, je leur disais, mais tu sais, le sida, c'est pas une légende, hein, le VIH, tout ça, c'est pas, ça existe encore. Oh bah non, on est plus dans les années 70 et tout. Je dis, mais ils ont 40 ans, quoi. D'où ils sortent, tu vois. Donc tous les clients que t'as eu t'ont toujours demandé d'avoir des rapports sans protection. Ouais, alors il y en a peut-être un ou deux qu'on respectait. Tu sais, il y avait des hommes qui avaient quand même ce truc un peu soumis de base, où c'était moi qui donnais mes règles et puis ils écoutaient et puis ils faisaient. Puis il y en avait toujours qui essayaient de négocier tout, les pratiques, protection ou pas protection, le temps, est-ce que je peux rester 1h30 et au final je te paye pour une heure. Ils négocient tout. Mais c'est quoi les trucs les plus chelous qu'on t'ait demandé? Tout ce qui était un peu tout ce qui était un peu scato, urophilie, tu vois, tous ces trucs là, moi c'est horrible, hein, c'est une phobie. Donc ça veut dire quoi? La scatophilie, c'est tout ce qui touche les excréments, quoi. C'est un kink, hein, pour beaucoup d'hommes, hein, de vraiment faire caca sur des femmes. Je sais pas donc si tu ça te existe rappelles, vraiment, mais c'est pas une légende. Tu te rappelles le Dubaï Portati à l'époque, les femmes à Dubaï qui se faisaient payer je sais pas combien pour, j'ai souvent entendu qu'il y avait des meufs à Dubaï qui se faisaient avoir des excréments Dubaï, sur elles. C'est pas une légende? Parce qu'à Dubaï, elles prennent des sommes de fous pour mais il y a des hommes dans leur vie de tous les jours, mais même des couples, hein, ils se font pipi dessus comme des animaux, ils aiment bien. Comment ça s'appelle? Scatophilie et urophilie. Okay. Golden shower, t'as jamais entendu parler le terme? Ça si, ouais. Golden shower, c'est quand tu te prends une douche de pipi, quoi. D'accord. Donc ça, c'est une demande récurrente. Moi, ça, c'était... Ouais, j'en avais beaucoup. Et c'était un non à chaque fois. C'est-à-dire que même si le mec me demandait ça, que je disais non, et qu'il me disait « Ok, j'accepte ton non », je le prenais quand même pas. Parce que j'avais peur qu'il le fasse quand même. Exactement. Voilà, donc ça, je le faisais pas. Et puis après, il y avait un truc chelou aussi. C'était... Il y a tout un truc autour des fessées, etc. De la domination. Ouais, mais vraiment de la fessée, tu vois. Et donc là, c'était un client qui voulait, pendant 2 heures, me mettre des fessées sans s'arrêter. Pendant 2 heures. Tu l'as fait? Non, je l'ai pas fait. Ça fait mal, hein. Je pense que 2 heures, c'est invivable, des trucs très très forts, tu vois. Donc, tu penses que là, aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de femmes qui vivent ça? Je pense qu'il y a des escortes qui sont dans une
telle précarité qu'elles mettent pas de filtre et qu'elles sont prêtes à accepter toutes les pratiques possibles pour avoir un client. Pour s'en sortir. Pour s'en sortir, ouais. Tu m'as dit tout à l'heure que les clients de 80 ans, ça va encore différent. Comment ça se passe quand t'es avec des hommes vraiment très âgés? Et c'est quoi l'âge du plus vieil homme que tu as pu avoir comme client? Moi, le plus vieux, c'était 82. Et je me demande même s'il serait pas un petit peu plus vieux que ça, parce que je pense qu'il y avait un petit peu mensonge sur l'âge. Souvent, ils me mentaient. Sur leurs âges, je suis pas débile non plus. Donc ça se voit. Quand tu me dis que t'as 42 ans et que t'arrives, tu fais un peu un bon 55-60, je suis pas débile, tu vois, je vais le voir. Et lui, par exemple, là, ce monsieur-là qui avait 82 ans, c'est un peu un paradoxe parce que tu vois la fragilité du corps. Tu vois que il y a des positions, en tout cas à 80 ans il les faisait plus, tu vois. Il faut s'adapter, c'est aussi une façon de parler d'autrefois, hein. On drague pas pareil à 80 qu'à 20 ans, tu vois. Donc c'était différent. Après franchement c'était dur dans le sens pour de toute façon je ressentais pas d'excitation, mais c'était très dur de faire semblant quand vraiment le corps en face c'est pas dégoûte. Contre lui, je suis désolée, hein, mais ça me dégoûtait, tu vois. Moi limite je culpabilisais que ce mec me dégoûte parce que je me dis putain le pauvre, j'ai pas envie de le juger, mais on a tellement, mais mon grand-père pour te dire il a 73 ans, donc tu vois j'étais encore un truc au-dessus, donc c'était très compliqué, mais ils étaient pas méchants. Il y en a un qui m'a ramené des fleurs une fois, on m'a ramené du champagne une autre fois. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité que souvent les clients des prostituées ils recherchent de l'affectif, ils veulent venir juste parfois même pour se confier à toi? Ça arrive. J'ai envie de te dire peut-être que il va arriver, il va avoir besoin. Il y en a, ils arrivent, ils se dessapent, hein. Ils passent ta porte, ils se mettent à poil, hein. Donc ils te parlent pas. Ils te parlent pas. Ça peut être très violent. Et après il y en a qui vont peut-être te parler pendant une demi-heure ou qui vont essayer de te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, machin, pourquoi tu fais ça, des trucs comme ça. Moi après ça m'a arrangé parce que de toute façon t'as une heure devant toi, donc 30 minutes à parler. 30 minutes à parler. Moi après c'est 30 minutes de rapport, donc c'est comme tu veux, gère ton temps, ton timing, c'est toi qui gères, tu vois. Et donc c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui parlaient, etc. Ça m'est arrivé une ou deux fois, je crois, vraiment qui me disent non mais moi à la limite ou juste tu me touches un peu, mais j'ai pas spécialement envie d'avoir de rapport, j'ai plus besoin d'affection, quoi. Et ils fumaient des clopes en me parlant, quoi. C'est déjà arrivé que t'aies pas de rapport avec eux? Ouais, ces deux fois là ça arrivait, mais sinon non, ils vont peut-être commencer à parler, mais après ça va finir forcément sur le rapport. C'est pour, je pense, se donner un petit côté un peu humain pour qu'ils aient l'impression que ce soit un petit peu plus naturel. C'était quoi le profil type des clients? J'en ai pas. Très différent. J'en ai pas. Après moi je pense que j'ai eu quand même très peu d'hommes jeunes, on va dire, et puis de toute façon je les prenais pas. De toute façon sur mon annonce il y avait écrit qu'en dessous de 26, 25 je prenais pas. Ah bon, pourquoi? Ça me saoulait. Les jeunes, je sais pas, ils sont pires. Il y a ce culte de la violence là tout le temps en permanence sur les réseaux où on traite les femmes comme de la merde. Ils ont grandi avec le porno, avec. Est-ce que finalement tes clients de 80 ans te traitaient pas mieux que les clients de 22? Mais même à 50, même. Alors après il y a eu des clients méchants, même vieux. Mais ouais, ils me traitaient mieux. Il y avait ce truc du respect où tu pouvais être une escorte, on me parlait comme si j'étais une femme. On me parlait pas comme si j'étais une escorte. Tu vois, ils étaient vraiment. J'en avais un qui était très 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 gentil que j'allais voir quasiment tous les jeudis chez lui. Il habitait dans le 5e et lui pour le coup. J'avais l'impression, d'aller à un rendez-vous galant, ouais, même si, voilà, mais il était pas à trois mon goût, mais il était très gentil. Et finalement, ils étaient tous très différents, ces clients, mais est-ce qu'il y avait pas quelque chose qui les reliait tous? Ah, peut-être l'infidélité, parce qu'ils étaient quand même tous mariés. Pour la plupart mariés, hein, puis ils venaient avec les alliances, hein, ou des fois ils t'enlevaient l'alliance, mais tu sais, ils devaient revenir d'Ibiza ou de je sais pas d'où, puis t'avais la petite marque du bronzage autour du truc, donc j'étais quand même pas débile. Je pense que la plupart ils sont mariés. Beaucoup me disaient que s'ils étaient là, c'était à cause de leur femme quand même. C'est-à-dire? Genre en mode ah bah oui, si ma femme elle me faisait ça là, ce que t'es en train de me faire, tu vois, je serais pas là. D'accord. Enfin, et moi plein de fois j'ai essayé de leur dire mais peut-être que tu devrais parler avec ta femme, essayer de parler de vos envies. Moi elle est trop mignonne, quoi, la psychologue, quoi. Essaye de lui parler de tes envies, peut-être qu'elle va comprendre et tout. Non, ils ont pas envie, ils se cachent derrière ça. Oui, ta femme, peut-être que ta femme elle va pas te faire ce que tu vas espérer tous les jours, mais non, elle est là ta femme, tu vois, puis il y a autre chose, il y a pas que le sexe. Enfin, les hommes sont persuadés qu'une relation elle est tenue par le sexe, alors que c'est pas vrai. Du coup, l'image que t'as des hommes, elle doit être bien dégradée en ayant vu des horreurs pareil. Ouais, mais mon mec il en peut plus, moi je les déteste tous. Ton mec est dans la pièce d'ailleurs? Enfin j'essaye, hein, vraiment au début, avant le hashtag Allmen, j'étais là en mode ah mais non, même ma mère elle m'expliquait un peu mais non mais tous les hommes ne sont pas horribles, enfin voilà, moi j'ai trouvé un homme bien, on connaît des hommes bien dans notre entourage. Ça fait combien de temps que t'es avec ton copain? Ça fait 1 an. Et tu l'as rencontré, t'avais déjà arrêté? Ouais, j'étais sur la fin en fait. Je lui ai dit tu lui as dit dès que tu l'as rencontré? Ouais. Tu l'as rencontré comment? On s'est rencontrés sur Twitter. Après sur un tweet un peu bébête que j'avais mis. Il avait répondu, c'est une blague. Du coup, quand tu lui as parlé de ta profession, il a dit quoi? Je me rappelle plus vraiment de son regard, tu sais, ou de sa réaction vraiment ce soir-là, mais je sais que voilà, t'es un peu choquée sur le moment, mais pas
pas non plus en mode ouah mais quoi, mais qu'est-ce que tu me racontes, tu vois, genre non, vraiment c'était en mode bah ok, c'est ta vie, enfin je vais voilà, tant que t'arrêtes et que tu ne le fais plus avec moi, il y a pas de Il souci. t'a demandé d'arrêter? J'étais vraiment ça faisait aller même pas un mois quasiment que j'avais arrêté, et avant qu'on se rencontre je songeais déjà à recommencer parce que je savais pas comment j'allais tenir l'été financièrement, et au final on s'est rencontrés et puis tout a changé et... À aucun moment ça a été un problème pour lui? Jamais. C'est incroyable parce que la plupart des hommes, tu sais, ils rangent les femmes dans 2 catégories différentes. Il y a les PUTE et les filles bien. Je pense que honnêtement, si j'avais pas mon chéri aujourd'hui, je serais pas là avec toi. De l'avoir coffré entre guillemets, tu vois, de savoir qu'on veut une famille, etc., et de savoir que c'est l'homme de ma vie, on le sait, on se sait, tu vois. J'ai moins cette peur de quand j'ai arrêté mon activité, et même pendant mon activité, je me disais putain, mais les hommes de maintenant, ils sont tellement matrixés par ça, par le body count, par des trucs de fou, que je vais jamais trouver un mec qui va vouloir de moi, tu vois. Et au final, c'est pas le cas. Et moi, de toute façon, les hommes aussi fermés d'esprit ne m'intéressent pas. Non. Donc je serais allée quoi qu'il sur un homme qui peut comprendre et qui me soutient. Bien sûr, parce que toi, ça t'a rendu plus féministe d'avoir vu tous ces hommes affreux, tu me disais. Ouais, ça m'a... Bah, t'es consciente que le danger, il est partout, que les hommes ont vraiment ce vice avec les femmes, de vouloir un peu, pas forcément tout le temps les soumettre à chaque fois, mais de les consommer, en fait. On est vraiment des objets de consommation pour eux. Pas tous, encore une fois, mais beaucoup, et une grande majorité, tu vois. C'était quoi ta relation avec les hommes avant de te lancer dans l'escorting? Est-ce que tu avais déjà eu des copains ou est-ce que tu étais déjà très déçue des hommes? Bon, ni l'un ni l'autre. J'ai eu un premier amour quand j'avais 15-16 ans. Quand on s'est séparés, ça m'a fait beaucoup de mal, comme tous les premiers amours. Quand t'as 16 ans, tu vis tout en fois 10, donc c'était horrible. J'ai pas spécialement eu envie de me remettre en couple après, parce que j'ai eu conscience hyper tôt, tu vois, que avant de me mettre avec un homme avec qui je finirais ma vie, que j'avais envie de faire mes expériences, de me découvrir, de découvrir mon corps, de connaître ma sexualité, et j'avais pas envie de m'enfermer dans des espèces de relations exclusives avec quelqu'un, bien que ça aurait pu être peut-être très bien, mais j'avais vraiment besoin de vivre mes expériences et de me connaître, parce que j'étais quand même assez éveillée sur ça, voilà, dès le collège, dès le lycée. J'avais conscience que le sexe gouvernait quand même beaucoup de choses dans le monde. Toi, c'était pas ton cas? T'avais une relation normale à la sexualité? Ouais, normale, mais j'ai toujours été hyper intéressée par ça, tu vois, genre j'ai regardé du porno très jeune. À quel âge? 9 ans. À 9 ans, tu regardais déjà des vidéos porno? J'ai vu mon premier film porno à 9 ans, sur CanalSat à l'époque, là, les trucs du soir qui passaient hyper tard, avec une copine, quand on faisait une soirée pyjama. Et moi, ça m'a pas choqué plus que ça à l'époque, parce qu'après, j'y suis retournée après, naturellement. sur ton ordinateur. Ouais. Okay. Et donc, toute mon adolescence a été un petit peu, moi aussi, construite autour du porno, etc. Donc, pour toi, en fait, ce que tu voyais dans les pornos, est-ce que ça t'a fait te dire que peut-être la sexualité, c'était ça? Ouais. Parce qu'il faut bien le souligner, ce qu'on voit dans les pornos, ça reflète pas du tout la sexualité. Quand t'es ado, ouais, parce que tu vois, aujourd'hui, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu de plus en plus de comptes de sexologie, de gens qui parlent de sexe ouvertement sur les réseaux, et c'est super. Et aussi parce qu'on en parle vachement plus avec nos amis, nos copines à 27 ans qu'à 15 ans. À 15 ans, au lycée, on parlait pas de ça avec nos copines, tu vois, ou peut-être vite fait, machin, il a couché avec truc, mais on rentrait pas dans les détails, dans les pratiques, dans ce que chaque pratique va après déclencher sur l'émotionnel. Tu faisais pas tous ces liens-là. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus tabou quand t'es plus jeune, donc t'as l'impression que le porno c'est peut-être une forme de réalité, même si moi j'ai été élevée quand même avec une maman qui me disait que le porno c'était pas la vraie vie, que nanani nanana. Tes parents ils sont ouverts sur les sujets comme ça? Ouais, ça va. Mon père non. Ma mère, après c'est un papa, voilà, forcément il est pas ouvert avec la sexualité de sa fille, tu vois, je pense que c'est normal. Ma mère oui, m'a toujours, elle a jamais diabolisé la sexualité, elle m'a toujours dit de faire attention par contre, mais ouais. Alors là, c'est pas la première interview que tu fais, t'as déjà fait une autre interview, donc c'est pas la première fois que tu t'exprimes sur le sujet. Tes parents, ils ont vu cette interview? Ouais. Alors, ma maman l'a vu avec son compagnon. Mon père a eu le lien, mais il m'en a pas reparlé. Il m'a demandé le lien, je lui ai envoyé et il m'en a pas reparlé. Donc, je connais pas son avis dessus, même si je pense pas dans soi qu'ils vont apprendre grand-chose, parce que moi, après, on a essayé d'en parler. J'ai essayé de leur expliquer, tu vois. Mais c'est très compliqué pour des parents de comprendre que c'est pas contre eux. Tu vois, c'est comme après quand je leur ai dit que je faisais ce podcast avec toi, que j'allais continuer après à faire d'autres médias, etc. Je leur ai bien dit, c'est pas contre vous, c'est pas pour salir votre image, c'est pas pour dégrader votre éducation. Ils ont eu peur de leur image? Ouais, je pense qu'ils ont toujours eu peur de leur image, parce que c'est leur génération, c'est comme ça. Moi en plus, voilà, quand c'est à Paris, t'as moins ce truc de tu connais tout le monde. Moi je viens d'un petit village, d'une petite ville, tu vois, j'habite à La Rochelle, tout le monde se connaît, tu connais la vie de tout le monde. Ouais. Donc, ton image, elle est pas pareille. Après, qu'est-ce qu'ils en pensent? Voilà, moi, ma mère m'a dit que c'était... elle m'a dit, c'est dur à entendre, tu vois. Elle m'a dit que c'était dur un peu à entendre. Elle avait pas
connaissance de tout. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord et on sera jamais d'accord. À quel moment ils l'ont appris que tu avais été escorte? 1 an après la première année, je crois, au bout d'un an, un an et demi. Donc ils l'ont appris, tu étais encore en train d'exercer. Ah ouais. Et puis après, je leur ai fait croire que j'avais arrêté. Et ils n'ont pas essayé de faire une intervention pour que tu arrêtes? Non. Non. Enfin, bien sûr, ils m'ont pas dit continue. Ils ont été, voilà. Je pense qu'ils m'en voudraient un peu de dire ça, mais je vais quand même le dire parce que ça m'a quand même un peu marqué. Mon père m'a dit, en m'envoyant une photo d'une voiture, d'une Ford Escort, il m'a dit, ce sont les seules escortes que je connais et que je respecte. Je pensais pas un jour dire cette anecdote, mais vas-y, c'est bon, au bout d'un moment, il faut que je le sorte parce que c'est quand même un truc que moi, j'ai vécu pendant des mois et je le vis encore avec une violence inouïe. Pour moi, c'est un des trucs les plus violents qu'on m'ait fait et qu'on m'ait dit pendant cette activité, tu vois. C'était cette phrase de mon père. Donc, c'est super compliqué. Après, bien sûr qu'ils ont essayé de me dire que c'est pas bien, mais c'était même pas tant pour moi, c'était plus en mode ça rentre pas dans les mœurs, c'est mal vu. Attends, mais tu vas pas faire ça. Et comment tu peux assumer? Tu lui as dit quoi à ton père quand il t'a envoyé cette image? Je crois que j'ai pas dû répondre. Je crois que j'ai dû pleurer ou on s'est disputé. Puis après on s'est bloqué. Puis après on a mis des mois à se reparler. Moi aujourd'hui j'ai pas vu mon père depuis 2 ans là physiquement. On essaye de se reparler et il essaye de comprendre un peu mon combat et ce pourquoi je veux parler maintenant. Et franchement ça me fait plaisir même si c'est encore un tout petit bout du chemin. Comment tu lui as annoncé que tu étais escorte? Par colère et par volonté de lui faire du mal, je pense. J'étais tellement en détresse et j'avais tellement besoin d'eux et j'avais tellement besoin d'aide qu'un jour, je lui ai balancé comme ça par message. Il me disait, il sort d'où cet argent? C'est soit t'es dealeuse, soit tu fais... Comment il a vu que t'avais de l'argent? Je suis passée d'une situation financière hyper compliquée. Après, je devais mettre des sommes sur mon compte. Je crois que la banquière l'avait appelé ou je sais plus, il y avait eu... Je sais plus trop comment ça s'est passé parce que je pense que j'ai occulté T'avais quel âge de choses. À ce moment-là? C'était il y a 2 ans, ça. Donc à 24 ans? Ouais. Tu dis à ton père que t'es escorte? Dans une embrouille, tu vois, il me pousse à bout, hein, ouais. Parce que je lui aurais jamais dit coucou, machin. Et bah, vraiment, j'étais en colère, quoi. Moi, j'appelais mes parents à l'aide inconsciemment. J'étais là en mode, mais aidez-moi, en fait, je ne vais pas bien. Je fais ça, c'est un appel à l'aide. Et non, donc ils ont essayé de me sortir de ça, juste en me disant... promets-nous que t'arrêtes et tout. D'accord, je vais vous promettre que j'arrête. T'as pris ça pour de la négligence de leur part? Ouais, parce que personne n'a vérifié par derrière, tu vois. Après, je continuais, donc ils me disent d'arrêter. Donc ils savent que je n'ai pas de travail officiel. Ils se demandent pas comment les factures et les loyers, comment je continue de vivre, en fait. Bon, faut quand même pas être... tu vois, donc à 24 ans, on est jeune quand même. Ouais. Et à 24 ans, on a besoin de ses parents. Et j'en ai voulu même à mes grands-parents, même à mon grand-père de qui j'étais très proche. Ils étaient au courant? Ouais. Ils ont rien fait? Non, personne n'a rien fait parce que c'est tabou en fait. Parce qu'à partir du moment... Mais par contre, je suis persuadée que si par exemple, je sais pas moi, peut-être que si j'avais vendu de la drogue, tu vois, peut-être qu'ils auraient été plus là. Parce que ça les aurait moins gênés d'en parler. Ouais, exactement. Évidemment. Il faut lever ce tabou. Les tabous, faut les lever. Oui, parce qu'au bout d'un moment, moi, ce que j'ai dit la dernière fois au crayon, tu vois, l'escorting, la prostituée, c'est déjà, on considère ça comme le plus vieux métier du monde parce que c'est le cas. Et il y a un tabou énorme autour de ça, alors que c'est une activité que tout le monde fait. Tu vois, la drogue, tout le monde ne se drogue pas. Tout le monde, alors que tout le monde fait l'amour, tu vois. Tout le monde a des rapports. Bien sûr. Alors, c'est pas forcément monnayé, mais tout le monde a fait du sexe. Et le sexe en 2025, au bout d'un moment, moi, je souffre que ce soit aussi tabou, alors que tu regardes des clips, tout le monde est à poil tout le temps, il y a du sexe partout. La société entière est hyper sexualisée, les femmes tout le temps, c'est de la marchandisation du sexe en permanence, que ce soit sur des pubs, sur des affiches. Faut en parler aux enfants, ne serait-ce pour les alerter de potentiels agresseurs, de tous les trucs comme ça. Ça, c'est super important. Et d'ailleurs, c'est super bien ce qu'ils mettent en place maintenant, de donner des cours d'éducation sexuelle. Parce que nous, on avait une fois par an en 4e et 3e. Ça y est. Là, dès la petite section, en fait, il faut leur apprendre le consentement, leur corps dès la petite section. C'est parce que les hommes de notre génération à nous n'ont pas eu ces cours-là qu'aujourd'hui, il se passe tout ça, en fait. Tu vois. Et moi, je sais que... franchement, j'ai beaucoup d'espoir pour les générations à venir. Peut-être pas celles encore en dessous de nous, mais encore celles qui vont venir après. Tu penses qu'on devrait parler de sexe à quel âge? Toute sa vie. Enfin, en adaptant ton langage, bien sûr. Mais moi, je sais que... tu vois, j'ai des petites sœurs et tout. Je sais que mon père et ma belle-mère leur ont appris le consentement. Elles savent qu'on ne doit pas toucher telle ou telle partie si elles n'ont pas dit OK. Parler de sexe à proprement parler, peut-être dès la maternelle, franchement, avec des mots bien sûr adaptés, tu vois. Mais pareil, ce truc de quand les enfants te demandent comment on fait des bébés, mais dites la vérité aux enfants de comment on fait des bébés. Enfin, il y a rien de ouf. Je suis d'accord avec la toi. petite graine que papa vient planter dans maman, c'est bon quoi. Faut arrêter avec ça. C'est la société qui met un tabou sur le sexe.
C'est pas si demain tout le monde est youhou, on arrête ce tabou-là, ça ira beaucoup mieux pour tout le monde. Et alors, pour reprendre un petit peu l'histoire, donc tu étais escorte quand tu étais scolarisée, donc tu étais étudiante. À la fin de mes études. Donc quand c'était à la fin de tes ouais. études. C'est quand tu as été diplômée seulement. Ouais. Tu avais un entourage à l'époque, tu n'allais plus en cours, donc parce que ma question c'était plutôt, t'avais pas peur que les gens de ta classe, les gens de ton école, ils le découvrent? Non, c'était vraiment après mes études. Je pense que justement, je l'aurais pas fait pendant mes études pour ça, mais après, je pense que vraiment, si tu mènes bien ta barque, tu peux faire ça secrètement sans que personne ne s'en doute vraiment. Moi, j'ai fait ça après du coup, mais c'était vraiment un ras-le-bol. Moi, toutes mes études, je les ai subies financièrement parce que t'es là, tu te dis, on te dit allez, c'est du sacrifice, là, t'as un salaire pourri, puis après, quand tu seras diplômé, tu gagneras bien ta vie, etc. Moi, je voyais vraiment mes études comme un sacrifice. J'avais un prêt étudiant sur le dos. C'était hyper dur. Financièrement, tu peux rien faire. Hein. Tu as payé ton loyer, il te reste 300 € pour finir le mois. Tu te payes 2 coca le week-end, c'est fini, tu vois. Donc, j'ai tenu toutes mes études et à la fin, j'ai dit non, c'est bon. C'est fini de galérer comme ça, quoi. Est-ce que ton voisinage s'est déjà rendu compte des allées et venues de différents hommes chez toi? Alors, moi, je pense qu'ils étaient au courant, mais personne m'en a jamais parlé. Okay. Je pense qu'ils étaient au courant dans le sens où c'était vraiment un immeuble en papier de verre, on entendait tout. Bon, après, tout le monde se voyait, tu vois, t'avais la cour et tout. Donc, je pense qu'ils le savaient. Mais en tout cas, personne ne m'en a jamais parlé. Et moi, j'ai jamais eu besoin, surtout d'appeler des voisins. Parce que tu vois, même la fois où j'ai été violée par ce dernier client, la parole, elle sort pas de toute façon. Donc, ils auraient pu être là. De toute façon, j'ai pas crié. Il y a un client qui t'a chez toi? Ouais, ça a été comme ça que j'ai arrêté. Il avait quel âge? Entre 35 et 40, je pense. Et comment ça se fait qu'il t'ait violée alors que vous deviez avoir un rapport consenti? Alors, j'ai pas du tout géré ce client. C'est-à-dire que déjà, je vois que tu parles beaucoup de j'ai pas, j'aurais dû. Ouais. Comme si tu te culpabilisais, tu mettais un peu la faute sur la toi. culpabilité. De toute façon, moi, ma culpabilité, elle est là. Peut-être que dans 5 ans, j'en aurai plus beaucoup, mais là forcément, je culpabilise. Tu peux pas dire un petit peu. Alors, je sais, les nanas, tout le monde me dit ça, c'est pas de ta faute. Et même moi, si j'avais la même personne qui c'est la première chose qu'on dit aux victimes, parce qu'inconsciemment dans le cerveau, c'est l'image qu'on se fait. On se dit c'est de ma faute, je suis coupable, mais non, c'est pas de ta faute. Mais après, tu vois, ce client-là, donc déjà, je lui ai mis deux faux plans. Alors vraiment, c'était vraiment pas contre lui, c'était que c'était un moment où j'étais chez une copine et puis elle voulait que je reste dormir chez elle et puis moi je m'amusais bien, donc je me suis dit c'est bon, on n'a qu'une vie, tu peux bien annuler un rendez-vous une fois. Donc je l'annule, je lui dis écoute, on se voit demain, je suis vraiment désolée, j'ai un empêchement. Et le lendemain, oh là là, j'avais pas vu que j'avais mon rendez-vous pour les ongles et tout, j'étais là en mode mais non, mais je peux pas louper mon rendez-vous pour les ongles, tu vois. Je vais faire mon rendez-vous, je l'appelle, je lui dis écoute, je suis vraiment encore une fois désolée, je gère pas mon emploi du temps en ce moment là, je suis un peu à l'ouest. On se voit demain et tu pourras rester 1h30 au lieu de 1 heure. J'étais un peu sympa pour eux parce que ça se faisait pas les faux plans, tu vois. Et au téléphone déjà, je le sentais bizarre. Je le sentais un peu... Mais moi, je pensais que c'était juste il était saoulé parce que, vas-y, je lui mettais des plans et que le mec se déplaçait pour rien, etc. Mais je le sentais vraiment très saoulé. Il arrive chez moi, il me regarde comme ça, il me fait « Ah ouais ? Bah, pas fou, hein ?» Ah bah déjà, j'étais là en mode « Ok. » Genre, bon bah déjà, j'ai aucune confiance. Là, tu viens de ma confiance. Genre, est-ce que j'ai envie de faire un truc avec toi alors que tu viens de me dire clairement que je suis dégueulasse? Bah, pas du tout, en fait. Donc, c'est super compliqué. Et donc là... il commence on se met dans une certaine position, etc. Et il y a une pratique, je sais pas si je peux le dire, moi, tout ce qui était relié à la sodomie, etc., c'était non. Et lui, il a pris ça pour un grand oui, quoi. Et je lui disais, mais non, j'ai une grosse déchirure après le lendemain. Donc tu lui as dit que non? Ouais, il l'a fait quand même. Ah, mais vraiment, il me tirait les cheveux. Et tu disais rien? Il m'insultait. Ah si, je disais, mais arrête, je pleurais. Hein. Je pleurais. Par contre, je parlais pas, mais je pleurais à chaudes larmes et tout. Il me disait que j'étais moche, il me disait que je puais et tout. Pendant l'acte? Ouais, c'était horrible. Donc, le client, pendant l'acte, il te disait que t'étais moche? Ouais. Et il continuait? Et il continuait. Ça a duré combien de temps, ça? Les insultes, le rapport, les insultes, le rendez-vous. En tout, il est resté chez moi, je crois, à peu près 45 minutes. Donc, il a même pas fait son heure complète. Il m'a quand même payé en repartant. Et ça a été vraiment 45 minutes de supplice. Hein. Il n'y a eu même pas une petite pause ou quoi. Déjà, quand il s'arrêtait de me faire du mal physiquement, c'était que des insultes. Et aujourd'hui encore, ça m'a grave trigger. Enfin, tu vois, genre, je suis devenue obsédée sur l'hygiène intime, mais une folle. Alors que je savais, enfin, tu vois, il me disait, ouais, tu pues et tout. Alors que je savais que je puais pas et tout. Mais ça m'a tellement rabaissé, c'était tellement humiliant et tout, qu'après, ça m'a mis des automatismes de ouf. Je me lavais trop. À tel point que je faisais des infections et tout, donc je me lavais trop et tout. Enfin, c'était horrible. Et puis, quand ça devait se finir, ou je pensais que ça allait se finir et que j'avais déjà bien mal,
il m'a vraiment poussé contre le coin de ma petite cuisine, tu vois. Et j'avais des assiettes qui étaient en train de sécher sur mon je sais plus quoi, l'étendard de la vaisselle, tu vois. Et tout est tombé sur moi, toute ma vaisselle s'explose. Et lui, il part en me disant vraiment que il reviendra jamais. En mode, je reviendrai pas. Enfin, t'inquiète pas, quoi, je vais jamais te faire revenir. Enfin, et c'était horrible. Et il m'a quand même payé. Je sais pas pourquoi. Ça aussi, ça a été un grand mystère parce que je me suis dit, mais si tu veux me faire du mal jusqu'au bout, ne me paye pas. Mais il est arrivé, il a quand même payé. Donc, encore une fois, comment il fonctionne, c'est... Et est-ce que tout ça, ça a changé ton rapport à ta sexualité ? Je pense que j'ai besoin aujourd'hui d'être plus rassurée et j'ai toujours peur de pas être assez, tu vois, de pas le faire assez, de pas être assez, ou des fois j'ai encore l'impression que j'ai une petite prestation à offrir, tu vois, que je dois gérer le truc, alors que non, calme-toi, tu projettes ce que tu vivais avec ton copain aujourd'hui. Mais ça, au début, beaucoup plus que maintenant. Ça veut dire quoi, une prestation à offrir ? D'être un peu dans la démonstration, tu vois, plutôt que d'être focus vraiment sur l'amour et sur les sentiments et sur le fait que je suis dans une relation saine actuellement. Des fois, mon cerveau se met un peu comme si là, hop, ça y est, donne-toi, quoi. Limite à la fin, on te donne une note, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Parce que c'est un peu ce qu'on faisait, hein, parce que sur les sites, la petite parenthèse, c'est que tu pouvais donner des commentaires. Hein. Comme sur Uber. Exactement, tu pouvais laisser ton commentaire. Et c'était d'ailleurs très chiant parce que des fois, il y en avait qui racontaient vraiment que des conneries, que des mythos pour, tu sais, genre, je sais pas, tu lui as mis un plan, du coup, t'as pas honoré ton rendez-vous. Ils étaient vraiment, alors ça, vraiment, je me prenais la tête avec eux souvent. Là, ils te mettaient un commentaire de fou, quoi, genre... T'avais quoi comme commentaire, par exemple ? Moi, j'en ai pas eu tant que ça, parce que je pense que vu que mes clients étaient pour la plupart un peu vieux, je pense qu'ils s'emmerdaient pas avec ça. Mais j'ai eu des commentaires gentils, puis j'ai eu des commentaires de trucs en mode elle ne sait pas pratiquer la fellation et tout, alors que je l'avais même pas vu le mec, hein. Donc juste je lui avais mis un plan et il me mettait ça pour dissuader les autres de prendre rendez-vous, tu vois, pour te faire perdre des clients. Ouais. Écoute, des fois j'arrivais à envoyer c'était super dur de les avoir. Les sites comme ça, c'est même pas basé en France, etc. C'est super dur de les avoir. Et une fois, j'avais envoyé un mail au service client et j'avais réussi à faire supprimer un commentaire. Je me suis dit, non, mais vraiment, il raconte n'importe quoi, je ne l'ai même pas vu, s'il vous plaît, supprimez le truc. Ils ont supprimé ? Et ils ont supprimé, ouais. C'est atroce, on note les gens. C'est comme un épisode de Black Mirror de noter une personne. Ouais. C'est terrifiant. Puis des fois, c'est vrai, parce que des fois, j'étais un petit peu malsaine, mais j'allais lire les commentaires des autres filles qu'on leur laissait à elles et tout. Puis là, vraiment, des fois, c'était vraiment des trucs, machine est très souriante, mais aurait pu mieux faire sur telle position. Enfin, c'est pas vrai. Tu sais, c'était vraiment comme si c'était hyper démocratisé, en mode là, je te donne tant sur ça, tant sur ça. C'est tout un univers parallèle qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas, en fait, ce site. C'est quoi le commentaire qui t'a le plus marqué ? Franchement, le commentaire qui m'a le plus marqué, moi, c'était un commentaire plutôt gentil d'un client que j'avais vu quasiment pendant, je pense, 6 mois. Et en fait, il a déménagé avec toute sa petite famille en Nouvelle-Calédonie. Et en gros, il m'avait Donc, un client marié. Ouais, un client marié qui avait des enfants, qui était banquier, très sympa, etc. Et il m'avait laissé un big commentaire. Je lui avais prêté un livre sur Macron, l'homme qui n'avait pas d'amis, tu vois, un livre à la con. Et il avait repris des citations du livre pour me faire rire et pour écrire un commentaire. Et vraiment, c'était que des trucs gentils. Merci pour ces 6 mois, merci pour cette parenthèse. C'était comme quoi mon avenir était ailleurs que là-dedans et qu'il espérait mieux pour moi et tout. Donc, et pourquoi il ne l'a pas envoyé en privé ? Je sais pas. Je sais pas parce que je pense que c'était un peu sa façon à lui de tourner la page. Et je crois qu'il avait peut-être supprimé mon numéro parce je pense qu'il était peut-être déjà arrivé là-bas quand il a laissé le commentaire. Je sais plus trop au niveau des timings, mais il y avait peut-être une histoire comme ça. C'est dingue. Donc moi j'ai gardé les commentaires positifs en tête. Les commentaires négatifs, franchement, j'ai essayé de les occulter un max. Après il y en avait pas non plus. Mais t'arrivais à te mettre à la place des clients, à comprendre leur raisonnement, pourquoi ils faisaient ça. Je les écoutais quand je posais des questions. Moi je leur demandais souvent, t'es mariée, t'as des enfants. J'aimais bien savoir. Et quand souvent on me disait, ah oui j'ai une fille, ah moi elle a quel âge ? Oh bah ton âge. Quelle horreur. J'essayais en fait en leur posant cette question, de les amener à s'auto-questionner eux-mêmes, en fait, en mode, est-ce que tu trouves ça normal, du coup, que j'ai le même âge que ta fille ? Et pourtant, c'était ton gagne-pain, mais t'essayais de les dissuader de venir te voir. Parce que je suis comme ça, je passe mon temps sur Insta, dans les commentaires, à essayer de débattre avec les gens pour essayer qu'ils aient des meilleures opinions. Faut que j'arrête de faire ça, tu vois, j'ai trop d'empathie et tout. Et alors, pour les clients aussi, c'est dangereux. Toi, t'as un client qui t'a raconté une histoire. Ouais, c'est dangereux pour eux parce que y a beaucoup de fausses annonces. T'as un client qui s'est fait agresser, qui t'avait raconté ça. Ouais, beaucoup d'hommes, en fait, qui se font passer pour des prostituées, qui mettent des fausses photos qu'ils trouvent je ne sais où,
rendez-vous, qui chatte avec d'autres hommes en leur faisant croire que du coup c'est une fille qui va être au rendez-vous et qui va les attendre. Et puis au final t'arrives à un rendez-vous et puis là t'as quatre mecs baraqués qui sont là pour un peu te prendre ton ordi, ta veste. Donc t'as un client toi qui s'est fait agresser comme ça. C'est ce il est arrivé chez moi très stressé en me disant vous êtes réel, je suis content, je suis rassurée. Moi j'étais là oui, je suis réelle, normal, enfin tant mieux, tu vois. Et je lui dis mais ça va aller parce que je le sentais vraiment. Je lui ai proposé un verre d'eau et tout. Je lui ai dit mais ça va aller hein, si. Et au pire si tu veux pas rentre chez toi, t'inquiète pas, il y a pas de souci. Et il me dit non mais moi il y a pas longtemps, là vous êtes que le premier rendez-vous que je reprends depuis mon agression parce que vraiment on m'a tout pris. Et puis du coup je peux pas porter plainte parce que du coup vu que le client maintenant est répréhensible, ils peuvent plus porter plainte. Donc c'est aussi dangereux pour eux. Bon alors attention, hein, le danger il est quand même plus pour nous que pour certains. Mais eux aussi ne savent pas sur qui ils vont forcément tomber parce que tu sais pas non plus sur quelle escorte tu vas tomber. Il y a des nanas qui peuvent arnaquer, hein. Ou alors tu peux avoir une vraie nana qui va être là, mais juste elle va travailler pour des gars ou des gens pas très bien. Donc c'est ça le danger aussi, c'est que l'argent ne revienne pas aux filles et qu'elle soit utilisée. Il y a du trafic d'humains. Après tout ce qui va être lié à la prostitution forcée, au proxénétisme aggravé, etc. Tout ça franchement je le pointe du doigt, tous les MAC, etc. Même maintenant avec les mineurs dans les foyers des 14-15 ans maintenant on les force limite à se prostituer. C'est vraiment horrible, mais c'est vraiment c'est autre chose là, ça relève un peu du criminel plus. Bien sûr. Comment ça se passait du côté médical? Parce que tu sais, quand on va voir un gynécologue généralement, donc les hommes qui nous regardent sont peut-être pas au courant, mais les gynécologues au premier rendez-vous ils demandent si on a un partenaire régulier, si on a des relations ou non. Est-ce que toi du coup t'as dit à ton médecin traitant, à ta gynécologue ou ton gynécologue que tu faisais ça? Alors c'est pas bien ce que je vais dire, mais moi je suis jamais allée chez le gynéco une seule fois quand je faisais cette activité. Et déjà parce que j'ai eu plein de traumas de violences gynécologiques que j'ai vécu quand j'avais 15-16 ans et que de violences gynécologiques? Ouais, enfin. C'est-à-dire? Quand j'avais 16 ans, j'ai fait une grossesse extra-utérine et vraiment j'ai eu des souvenirs qu'à l'époque les médecins étaient vraiment pas bienveillants, pas dans l'empathie. J'avais 16 ans en fait, je découvrais tout ça et on me parlait comme si j'en avais 40 et que j'avais déjà accouché 6 fois. Enfin c'était horrible. Et même les gestes étaient vraiment manqués de douceur, etc. Et ça m'a vraiment choquée dans mon adolescence. J'ai pas eu envie d'y retourner beaucoup après, où il fallait vraiment que je sois obligée. Par contre, toutes les 3 semaines, je faisais une prise de sang. Donc dépistage de toutes les maladies toutes les 3 semaines. Moi, ça me rassurait beaucoup. Et puis c'était aussi parce que ça m'arrivait dans ma vie perso de fréquenter des hommes avec qui je pouvais des fois ne pas avoir de protection. Et donc je voulais m'assurer d'être clean. Donc t'as déjà eu des clients avec qui t'avais pas mis de protection? C'est arrivé que plusieurs fois le préservatif craque parce que ils y vont comme des bourrins, hein, on va pas se mentir. Donc forcément c'est des choses qui arrivent. Et ça arrive aussi, alors j'ai plus le nom, mais il y a un mot anglais là on en parle souvent en ce moment, le fait d'enlever la capote pendant le rapport. Ouais, mais eux c'est vraiment spécifique à cette action-là. Enfin les Anglais j'en ai déjà entendu parler, mais c'est très grave. Mais et du coup ça m'est déjà arrivé de finir, de me retourner et de voir qu'il y a plus rien sur lui. Je suis en mode elle est où? Ah je l'ai enlevé, je t'ai pas dit, ça me gênait. Ouais non, ça c'est horrible. Et là après t'es pas bien parce que tu peux pas les faire dépister le lendemain, tu sais, t'as un temps, il faut attendre je sais plus 3 semaines, 1 mois pour être sûr que le résultat soit juste ou quoi. Donc t'es là putain pendant 1 mois t'es dans le doute quoi. Ça s'appelle le stilsing. Le stilsing, ouais. Et donc d'enlever le préservatif sans consentement, ouais c'est une agression sexuelle et c'est un viol. Surtout qu'on sait pas, enfin tu te doutes bien que le client il vient te voir toi, tu es pas la seule, hein. Moi je sais que j'avais une fois, il y a un client qui m'a dit oh mais moi j'en ai déjà vu plus de 200 là, hein. Des prostituées, hein. Il avait déjà vu plus de 200 prostituées dans sa vie, tu vois. Moi, ça m'avait choqué, tu vois. Il était hyper habitué. T'avais l'impression vraiment, je sais pas, comme le mec qui va à la salle de sport et qui connaît son basic fit par cœur, tu vois. Lui, c'était horrible. Il connaissait tout, quoi. Et alors, du coup, tu m'as dit que t'étais devenue beaucoup plus féministe après avoir vu toutes les horreurs que pouvaient faire les hommes. Est-ce que tu t'es sentie plus jugée par les femmes ou par les hommes d'avoir exercé cette activité? Je pense que j'ai pas assez de recul parce que moi, ça fait qu'une petite semaine là que je décide de prendre la parole autour de ça. Il y a des femmes qui mettent des commentaires pas très sympas parfois, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, des femmes peut-être d'une autre génération ou quoi. 90% non, c'est des hommes, hein. C'est ceux qui achètent, qui critiquent, hein. C'est eux qui consomment et qui insultent. Bien sûr, c'est toujours comme ça. Parce qu'ils ont une aigreur tout le temps chez les hommes des femmes qui s'approprient vraiment leur sexualité. Ça restera toujours pour eux quelque chose de pas tous, encore une fois. Pourquoi tu penses? Parce que je pense qu'ils aiment bien garder cette espèce de forme de domination sur la femme, et qu'une femme qui s'approprie 100% son corps, qui s'approprie 100% sa sexualité, qui renvoie l'image un peu d'une femme puissante, enfin d'une femme libre, ça fait peur aux hommes et ça leur plaît pas. Parce que ils sont pas encore prêts à ça dans la société et ils sont pas prêts à un chamboulement comme ça. Donc c'est pour ça que
pourquoi les hommes ont autant de mal avec le body count. Moi, je te le dis, mon mec, ça le dérange pas que j'ai 5 ou 105 de body count, ça le dérange pas. Parce qu'il a confiance en lui, parce qu'il se connaît et parce que il fait pas un transfert en fait sur ses propres peurs ou ses propres trucs à lui. Tu vois, la plupart des hommes qui les Alexis Chen et compagnie là, qui nous foutent des idées terribles en tête, enfin surtout aux jeunes garçons du coup, c'est des hommes qui manquent cruellement de confiance. Moi, Alexis Chen, je pense pas qu'il a confiance en lui, sinon il serait pas comme ça, tu vois. C'est vrai ce que tu dis. Donc je pense que ce truc de les femmes, parce que les mecs se tapent je sais pas combien de femmes à l'année, personne ne dit rien. Et puis même on les valorise, tu vois. Regarde les rapports entre un papa et un garçon, il va être là alors les filles en ce moment c'est bien et tout. Demande-lui s'il va parler comme ça à sa fille. Pas du tout. Ah non mais lui je l'aime pas, fais attention, non tu vas pas le voir. C'est ouf. Il y a ce vrai tabou, il y a ce vrai truc dans la société de différencier les hommes et les femmes, et en plus c'est les hommes qui vont tout faire pour réussir à avoir une relation avec la fille et puis après aller l'insulter. Exactement. C'est un truc de ouf. Et puis tu peux pas prétendre à avoir une femme entre guillemets vierge qui n'a jamais connu aucun homme quand si toi après par derrière. Non mais oui, c'est clair. C'est dingue. C'est clair. Si des jeunes filles qui nous regardent, qui vivent la même chose que tu as vécu ou qui aimeraient se lancer dans ce métier-là, nous regardent, qu'est-ce que tu leur dirais? Je vais pas commencer par leur dire de pas le faire, parce que moi quand j'ai voulu commencer à faire ça, de toute façon on aurait pu me dire tout et son contraire, j'aurais pas écouté. Ce que je veux leur dire par contre, c'est que quand on décide de se lancer là-dedans, il faut le faire en connaissance de cause, avoir un petit peu une force psychologique quand même de base assez élevée et tout, parce que ça peut vite te bouffer. Moi je pense que j'étais pas assez forte pour ça. Je pense que psychologiquement j'étais pas assez solide, j'avais trop de blessures, trop de choses qui faisaient que je pouvais pas tenir la barque entre guillemets, et donc je pense qu'il faut être vigilante sur ça. Il y a des aides maintenant, il y a des assos si c'est une question de précarité financière. Donc je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais s'il y a quelqu'un dans la famille qui peut aider à un moment donné, voilà, s'il y a les copines qui peuvent aider aussi. Toi tu penses que si t'as fait ça, c'est en grande partie à cause de la précarité étudiante et qu'il y a un truc à faire en France pour les étudiants qui sont précaires? Je pense qu'il faut créer des fonds d'aide sociale comme pour aider les étudiantes. Enfin, on peut pas aider que parce que maintenant en France, pour avoir des aides, il faut avoir des enfants. Enfin, pas que, mais la plupart du temps, pour toucher les aides sociales, il faut avoir des enfants. Tout le monde n'a pas des enfants. Puis les étudiants, ils sont tout en bas de l'échelle sociale, eux aussi, parce qu'ils démarrent leur carrière comme tout le monde. Donc quand je sais pas, il y a une petite étudiante, je sais pas moi, en droit ou en je sais pas quoi, qui galère à payer son loyer 1 ou 2 mois, il faudrait qu'il y ait des fonds comme ça pour les aider à l'instant T. Voilà, on te paye ton loyer pendant 2 mois parce que tu galères. T'inquiète pas, dans 2 mois c'est fini, tu reprends tes études et puis tout roule. En fait, pour pas que les étudiants soient obligés de faire ça. Après, il y a vachement d'assauts maintenant pour les travailleuses du sexe qui t'accompagnent quand tu es dedans, quand tu veux arrêter. Et puis surtout, moi, je pense que, à part si vraiment on est dans une démarche de sexualité hyper libre, qu'on a envie d'être travailleuse du sexe et qu'on fait ça par amour du sexe, etc. Ça, je dis pas. Mais si vraiment c'est par précarité financière, peut-être aussi voir un psy et commencer à parler. Parce que quand l'idée commence à se faire dans ta tête, il est déjà un petit peu tard en général. Donc tu penses que c'est à cause du manque d'aide financière qu'il y a autant de prostituées chez les étudiantes? Chez les étudiantes, je vois pas qu'est-ce qui pourrait pousser. Enfin, une étudiante, de fait, elle fait ses études, donc elle a choisi des études pour en faire un autre métier. Donc si elle se prostitue, c'est que c'est pas le métier qu'elle a. Enfin, il y a pas encore des très courant la prostitution chez les étudiants. Et puis après, après il y a Mime, il y a OnlyFans. Il y en a qui trouvent d'autres alternatives parce qu'il faut quand même. Je dis pas que j'ai plus de courage que quelqu'un qui est sur Mime ou OnlyFans, mais il y a quand même une grosse différence entre vendre tes petites photos chez toi que tu te fais tout seul et puis recevoir vraiment quelqu'un, un inconnu. Donc je pense honnêtement que si on revoyait un petit peu l'attribution des bourses, tous les échelons là sur le Crous, des trucs comme ça pour les étudiants, si on faisait des aides d'urgence, des fonds sociaux, et surtout qu'on écoutait les étudiants, parce que perso moi je les entends sur Twitter tous les matins, je lis des trucs sur les étudiants ou les bâtiments du Crous qui sont en piteux état, ou des étudiants qui doivent des fois faire 1h30, 2 heures de trajet pour aller en études, ou qui peuvent tout simplement pas se nourrir. J'ai vu des reportages d'étudiantes qui sautent des jours de repas parce que sinon elles auraient pas les moyens de se nourrir, tu vois. Et ça devrait pas être le cas. C'est terrible. Ça devrait pas être le cas. On donne plein d'aides à tout le monde, mais je trouve que les étudiants, ils sont vraiment oubliés, quoi. Puis c'est pas tes 104 € de bourse par mois qui vont t'aider, franchement. Du coup, Thaïs, comment tu envisages ta reconstruction et c'est quoi la suite pour toi? Ma reconstruction, déjà, elle a bien commencé là. Je pense que l'entourage joue beaucoup déjà dans la reconstruction. Moi, j'ai la chance d'être quand même bien entourée, que ce soit de mon chéri, de mes copines.
ma famille qui commence à reprendre part dans ma vie petit à petit. Donc ça, déjà, c'est une chose. Continuer à travailler sur moi-même et à comprendre vraiment tout le fondement de tout ça, tout ce qui s'est passé derrière, les actions que j'ai fait consciemment et aussi beaucoup d'actions que j'ai fait inconsciemment et que je découvre encore aujourd'hui. Et j'aimerais bien, j'écris depuis quelques mois déjà, j'essaye d'écrire un livre pour raconter tout ça un peu plus en détail. C'est un exutoire pour toi, ça t'aide ? Exactement, c'est un peu comme une catharsis. J'ai toujours beaucoup écrit depuis que je suis jeune. Donc ouais, écrire un livre, pas pour choquer. Mon but, c'est vraiment pas de provoquer, de choquer ou de faire du sensationnel. C'est vraiment de demander à tout le monde de se réveiller, de montrer la réalité. Sur le fait qu'il y a de plus en plus de prostituées, que quand on marche dans la rue, je pense qu'on passe à côté de plein de femmes qui le font, dont on n'est pas au courant. Ouais. J'ai pas envie de faire la promotion de la prostitution, donc c'est vraiment pas mon créneau en fait. Je veux pas promouvoir cette activité. Je veux pouvoir faire de la prévention et dire que c'est quand même dangereux, que c'est pas donné à n'importe qui, que c'est pas fait pour tout le monde et qu'il y a tellement d'insécurité autour de ce métier que moi, je conseille de pas y aller. Maintenant, j'ai aussi envie qu'on regarde ces femmes qui le font, qu'on arrête de les invisibiliser, parce que on les invisibilise, on les criminalise, et c'est ce qui crée au final la précarité et l'insécurité dans ce métier. Donc, je veux pas faire la promotion d'un côté, mais j'ai quand même envie de dire à ces femmes que je suis de leur côté, et j'espère que je serai le plus clair possible dans ce livre. C'est génial. Bah écoute, j'ai hâte que tu sortes ton livre et je le lirai. Je te l'enverrai, promis. On fera un autre épisode pour parler de ton livre. Bah, c'est gentil. Écoute, Thaïs, merci beaucoup d'être venue livrer ton témoignage qui est très important. Si jamais vous nous regardez et que vous êtes dans le même cas que Thaïs ou que vous vous prostituez, on va mettre des associations juste en dessous dans la bio que vous pouvez contacter. N'hésitez pas à parler à un proche, à parler à votre famille, à essayer de vous entourer, de vous aider. Si vous avez appris des choses dans cet épisode, n'hésitez pas à m'apporter un peu de soutien en vous abonnant à ma chaîne. Thaïs, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir livré ton témoignage. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et n'oubliez pas que cet espace est dédié à vous et fait pour vous. Donc si vous aussi vous voulez venir livrer votre témoignage, n'hésitez pas à écrire à l'adresse mail qui est écrite juste en dessous dans la description.